Je vais remercier également les organisateurs du Festival des cultures juives de m'avoir choisi pour vous parler aujourd'hui de l'opération Torche. Le débarquement des Alliés sur les côtes d'Afrique du Nord le 8 novembre 1942. Mon père, Émile Karoubi, ayant participé activement à cette opération en tant que membre d'un réseau de résistants à Alger, je me suis tout naturellement intéressé à ce fait historique peu connu. Je ne suis pas historien. Pour découvrir et comprendre les déroulements des faits, j'ai dû faire des recherches et des lectures. J'ai participé récemment aux recherches historiques entourant la commémoration du 70e anniversaire et j'ai reçu de nombreux témoignages de participants et de leurs descendants qui sont encore venus enrichir mes connaissances et qui sont publiés dans le site de Montréal. Je vais tenter de vous relater ici quelques faits majeurs de cette opération dont l'action des héros anonymes, juifs pour la plupart, a permis qu'elle puisse se mener à bien. Torche, et non le nom de code donné par Roosevelt au projet de débarquement des troupes anglo-américaines en Algérie et au Maroc, le 8 novembre 1942. La torche que tend la Statue de la Liberté à New York symbolise cette libération. C'est le premier succès allié contre les troupes de l'Axe. Cet épisode va jouer un rôle décisif pour renverser le rapport de force pour la suite des combats. Avant de rentrer dans l'opération proprement dite, il faut la situer dans son contexte historique et examiner quelle était la situation en Algérie en 1940-42. Et tout d'abord, la situation militaire des Alliés. Cette situation nécessitait d'ouvrir un second front au sud. Je vous rappelle rapidement qu'en 1940, la France est occupée avec la collaboration du pouvoir de Pétain, avec une zone occupée et une zone libre. Que continue la guerre, l'URSS de Staline avec le front de l'Est et l'Angleterre avec la France libre de De Gaulle. L'armée d'Afrique intacte est inféodée à Vichy. Le 7 décembre 1941, les États-Unis entrent en guerre et le combat devient planétaire. À Vichy, on pressentait une opération sur l'Afrique du Nord, dans un but stratégique, mais Pétain estimait que l'Amérique ne serait pas prête avant 1943 pour une action d'envergure. Et le débarquement en Afrique du Nord est secrètement décidé entre deux hommes, Roosevelt et Churchill. Du côté des Français libres de Londres, c'est l'ignorance officielle. L'opération Torche, qualifiée à juste titre de bissextrice de la guerre, va ouvrir en temps nommé le second front promis par Roosevelt à Staline et va dissuader l'URSS chancelante de conclure une armistice séparée avec l'Allemagne. De plus, elle va contrer l'action de Rommel vers la Libye et la Tunisie. Pour bien comprendre le rôle joué par la résistance juive en Algérie, il faut se remémorer quelle était la situation des Juifs en Algérie après la débâcle de 1940. La France a été présente en Algérie depuis 1830, les Juifs ayant au début le statut d'indigène, avec progressivement la possibilité d'obtenir une naturalisation française au cas par cas, en particulier pour les Juifs ayant servi dans l'armée. Ce n'est que 30 ans plus tard que le décret Crémieux du 24 octobre 1870 va accorder aux 38 000 Juifs d'Algérie la nationalité française. La débâcle de 1940 et l'amnistie du 22 juin 1940 placent le maréchal Pétain à la tête de l'État français. Très vite, les lois anti-juives et le statut des Juifs entrent en vigueur et le 7 octobre 1940, le décret Crémieux est aboli et les Juifs retrouvent le statut d'indigène. L'armée d'Afrique, sous les ordres du général Juin, est officiellement, théoriquement, inféodée à Vichy. Les pouvoirs civils et militaires de l'Algérie sont exercés sous l'autorité de l'amiral Darlan, dauphin de Pétain. Simultanément, le statut des Juifs est promulgué. Cela se traduit dans les faits par des discriminations, avec des enfants juifs sachés des écoles, interdiction de la fonction publique, numerus clausus pour le nombre de Juifs exerçant une profession libérale. Des camps d'internement sont créés dans toute l'Algérie. Voilà comment se matérialisait le statut des Juifs en 1940.
avec des certificats de nationalité tamponnés race juive. Voilà comment se matérialisait l'exclusion de l'école républicaine, avec une lettre de l'inspection académique adressée à un parent d'élève, lui stipulant que monsieur le recteur ne peut accorder satisfaction à votre demande, l'application du numerus clausus s'oppose à la réintégration de votre fils. De plus, pour les Juifs, existait un grand sentiment d'insécurité, la France ayant cessé de les protéger. Des actions antisémites sont exercées par la population arabe. Tous les Juifs avaient encore en mémoire l'antisémitisme virulent des années 30, des émeutes et des massacres à l'encontre des Juifs. Dès lors, dès 1941, la résistance juive s'organise en groupe d'autodéfense. 4 personnes, André Temim, Émile Atlan, Charles Bouchara et Jean Gozlan, puis aidés de Maurice Sebaoun et de son fils Paul, âgé de 21 ans, s'installent dans un local près de la place du gouvernement à Alger, le transforme en centre d'accueil pour les réfugiés d'Europe, puis devient une salle de gymnastique. Ce sera la salle Géogras. Il faut rajouter à la direction de ce groupe de résistants le professeur Henri Aboulker, grand invalide de guerre 14-18, son fils José, étudiant en médecine âgé de 23 ans, sa fille Colette, le docteur Raphaël Aboulker et son frère Stéphane, leurs parents par alliance. Il y a aussi les frères Cohen dit Calvé, Guy et Armand Alexandre et son fils Pierre, des Juifs alsaciennes, Bernard Karsinti, cousin de José Aboulker. Un recrutement de résistants s'organise de manière très sélective et très cloisonnée. Par groupe de 5, aucun groupe ne connaissait l'identité des membres des autres groupes. C'est ainsi qu'en 1941, mon père a rejoint le groupe dirigé par le docteur André Morel-Dalinos, cousin de ma mère, et on note le nombre de résistants sur la place d'Alger à environ 700. Leurs actions étaient dirigées vers le sabotage sur le port d'Alger de marchandises destinées aux Allemands, le dépôt de tracts dans les boîtes aux lettres, la destruction d'affiches vichysoises, le collage d'affiches gaullistes. D'autres groupes de résistants viennent porter leur appui au groupe des Juifs. Des militaires, et ces noms sont fameux, ils vont jouer un rôle important. Je vous les cite car c'est important. Le général Mast, le lieutenant-colonel Jousse, le colonel Chrétien, le commandant Lostis, le colonel Baril, le capitaine de frégate Barjot et le commandant d'Artois, et le général Montsabert. Il y a également le groupe des 5, qui ne sont pas juifs, qui sont la notabilité d'extrême droite favorable à Vichy, mais animée du désir de revanche contre les Allemands, avec en particulier Henri d'Astier de la Vigerie, qui va jouer un rôle éminent, et assisté de Jacques Lemec du Breuil, de Jean Rigaud, de Jacques Tarbes de Saint-Ardouin et du colonel Van Eyck. Il y aura également des hauts fonctionnaires de la police qui vont jouer un rôle fondamental. Le très connu et fameux commissaire Achiari, qui est le chef de la brigade spéciale de surveillance du territoire et qui travaille pour l'intelligence service, Bernard Karsinti, son assistant, le directeur de la sûreté Muscatelli, le commissaire Esquer et le commissaire Garidacci. Dès lors, la résistance locale va entreprendre de préparer le débarquement pour mettre en œuvre les conditions optimales de celui-ci. Je vais ici me borner au rôle des résistants juifs d'Alger et du débarquement d'Alger. Faute de temps, je ne pourrai pas vous parler de ce qui s'est passé à Oran et à Casablanca. En octobre 1942, Churchill et Roosevelt prennent contact avec la résistance à Alger en vue de préparer un débarquement. Pour cette rencontre, Dastier de la Vigerie et Jean Rigaud proposèrent un point de la côte algérienne qui se prêtait admirablement à ce genre de rendez-vous, la ferme de Messelmoun, située près de l'oued du même nom, appartenant à M. Sitges, à une vingtaine de kilomètres d'Alger, près de Cherchel. L'endroit semblait prédestiné. Il avait autrefois servi d'entrepôt de marchandises de contrebande.
la mer bordait la propriété sur 4 kilomètres et un petit bois de pin rendait la plage invisible de la route qui passait à proximité. Voilà la photo de la ferme de Messelmoon près de Churchill. Après échange de câbles avec Washington et Londres, où se trouvait le général Eisenhower, un rendez-vous fut fixé sur le point proposé à 55 000 marins environ à l'ouest d'Alger. La délégation américaine y débarquerait d'un sous-marin dans la nuit du 21 au 22 octobre et elle devrait comprendre un officier général accompagné de plusieurs officiers au courant des détails de l'opération Torche. C'est l'entrevue de Churchill, initialement prévue le 21, elle est reportée in extremis dans la nuit du 22 au 23. On a donc une situation assez surréaliste d'Alger occupée par les pétainistes. Un sous-marin fait surface au large des côtes de Churchill, à quelques dizaines de kilomètres d'Alger, et débarquent des émissaires anglo-américains venus demander l'aide de la résistance locale pour appuyer le débarquement. Alors, il y a des gens importants qui sont partis de cette délégation et une plaque commémorative a été érigée à la suite. Vous pouvez, parce qu'elle est de mauvaise qualité, la photo est de mauvaise qualité, ensuite la plaque a été supprimée, lire ces noms. Pour les Américains, il y a le consul américain à Alger, Robert Murphy, accompagné du vice-consul américain Knight. Pour les Français, sont présents le général Mast, Henri Dastier de la Vigerie, le colonel Van Hecht, Jean Rigaud, le lieutenant-colonel Jousse, le capitaine de frégate Barjot, le commandant d'Artois. Pour les Américains, le général Clark, le général Lemitzer, le colonel Holmes, le capitaine Wright, le colonel Amblin, envoyé du général Eisenhower. Pour les Britanniques, le capitaine Courtney, le lieutenant Livingston, le lieutenant Foote. Bernard Carcinti, seul juif, participe à cette réunion. Les discussions ont été assez prolongées, elles ont duré 48 heures. La discussion s'est d'abord engagée sur l'effort porté sur le point essentiel, Alger. Les Français énumèrent aux Américains les dispositions prises par eux pour neutraliser le haut commandement et assurer la prise de la ville sans combat. L'accord est enfin conclu. Le corps expéditionnaire se présentera devant Alger en même temps que devant Oran et Casablanca. Un point reste cependant à éclaircir, la date du débarquement, qui reste top secret. Les Américains n'affirment rien. Le général Clark laisse entendre qu'elle se situerait peut-être entre le 21 et le 25 novembre. Une autre question importante figurait au programme de la matinée, l'organisation du commandement interallié. Les Américains accouchent d'une formule assez vague qui ne les compromet pas. Après 5 heures de discussion, le général Mast, sur le point de regagner Alger, reçoit tous les membres des deux délégations, fait un bref briefing sur la tactique à suivre pour s'emparer d'Alger. Et il repart avec Rigaud à Alger. Les conjurés se relaxent, prennent un moment de soleil dans la cour intérieure de la ferme, qu'ils ne doivent quitter sur aucun prétexte. Partout ailleurs, ils risquent d'être vus de la grande route, alors que nombre d'entre eux sont en uniforme. Un déjeuner à l'algérienne est servi par Bernard Carcinti autour de bonnes bouteilles de vin d'Algérie, avec une ambiance euphorique et cordiale. L'après-midi, les débats se poursuivent. Les débats militaires de l'opération sont fixés. Coopération française, liaison, relève américaine. Tout est examiné, point de débarquement, objectif, itinéraire, signe de reconnaissance, tout ce qui doit éviter aux Alliés perte d'hommes, de temps, de matériel. Mais les Américains avaient prévu des armes pour les résistants. Ils seront absents au rendez-vous des 2 et 4 novembre 1942 et les groupes interviendront le jour J pratiquement sans armes. Alger est divisé en 4 secteurs, A, B, C, D, E. Le but est de prendre contrôle des points stratégiques et de commandement des forces vigicistes pour neutraliser leur action et permettre aux troupes anglo-américaines d'investir facilement à Alger. Donc vous avez les 5 secteurs, la vieille ville, Alger Centre, Alger Hauteur, Palais d'été, Alger Est, Bellecour, Champ de Manœuvre, Fort de Kouba, et Alger El Billard avec la Villa de l'Olivier, très importante puisque c'est la résidence du général Juin. Vient le jour J, le débarquement proprement dit. Jusqu'à la dernière minute, la date avait été tenue secrète
et c'est que dans la nuit du 7 au 8 novembre, qu'un message codé de la BBC annonce « Allô Robert, Franklin arrive ». C'était le mot de passe consacré pour prévenir que le débarquement allait avoir lieu dans la nuit du 7 au 8 novembre. Le débarquement est donc prévu en 3 endroits, Maroc, Oran, baie d'Alger. Avant de rentrer dans l'action proprement dite des résistants, je vais quand même vous indiquer les forces en présence pour se représenter l'importance militaire de cette opération Torche. C'était pas rien, il y avait une armada. Les troupes alliées représentaient 107 000 hommes sur 200 bâtiments de guerre et 110 navires de transport. Elle se divise donc en 3 task forces pour établir 9 têtes de pont sur près de 1500 km de côte du Maroc et de l'Algérie. En face, l'armée d'Afrique, encore inféodée à Vichy. Et c'est pas rien, l'armée d'Afrique. Armée de terre, l'aviation, la marine. L'armée de terre, 53 000 hommes en Algérie, 50 000 hommes au Maroc, 14 000 hommes en Tunisie, total 117 000 hommes, auxquels on peut ajouter des renforts, ce qui peut porter le total à 185 000 hommes, avec en plus des régiments blindés. L'aviation, 500 avions dans les 3 territoires. La marine, force navale importante, aussi bien au Maroc, à Casablanca, croisières, plusieurs contre-prières, plusieurs sous-marins, un cuirassé inachevé. Alors le Jean Bart, qui pouvait être utilisé comme batterie fixe avec sa tourelle de 4 pièces de 380. Une flottille plus légère à Bizerte. Donc vous voyez que c'était une force armée considérable. Donc, imaginez ce qu'aurait été l'affrontement de ces 2 forces. On aurait pu assister à un véritable carnage, un véritable bain de sang, si les 2 forces en présence s'étaient affrontées de manière violente. Donc l'objectif de l'opération Torche, c'était bien de pouvoir retourner cette armée dans le camp des Alliés, ce qui allait notablement changer le rapport de force pour la campagne d'Afrique contre Rommel. Donc, l'action des résistants à Alger. Le débarquement sur Alger est prévu par les Américains sur la partie ouest d'Alger, par les Anglais sur la partie est. Le mot de passe entre les résistants et les Alliés est whisky soda. Dès le début de l'opération Torche, dans la soirée, la flotte alliée, formée d'un convoi venant des États-Unis et de 2 autres venant d'Angleterre, fait cap à l'est, puis brusquement vire au sud face à Casablanca, Oran et Alger. À partir de 2 heures du matin, les premiers vaisseaux de l'opération Torche abordent les plages d'Afrique du Nord au son des canonnades. Donc, je vais vous détailler maintenant l'action des résistants pendant la nuit du 7 au 8 novembre. Les Américains avaient prévu l'action locale d'1 millier de résistants pour appuyer le débarquement. Mais au jour J, 377 se présentent à l'appel, dont 312 sont juifs. La presque totalité de la résistance qui va appuyer le débarquement allié sont des résistants juifs. Chaque groupe va être chargé d'investir un lieu stratégique. Je vous avais détaillé tout à l'heure les différents groupes. Je vous nomme maintenant les résistants qui sont chargés d'investir ces lieux stratégiques. Commissariat de la rue Bruce, je vous donne les noms car ils ont été trop longtemps laissés aux oubliettes. Le groupe A, chef de groupe, Dr André Morali-Daninos, avec des sous-groupes, avec leurs chefs de section, que vous pouvez lire. Le groupe B, qui va investir le commissariat de la rue Berthesen, qui sera le QG des résistants, avec le docteur Raphaël Aboulker, son frère Stéphane. 4 sections dans ce groupe, qui arrivent essentiellement de la salle Géogras. Ils vont investir le 9e corps d'armée,
le centre téléphonique Mogador, avec le capitaine Pilafort, la préfecture, avec Émile Atlan, Jacques Zermati, la Grande Poste, avec Jean Gozlan, son adjoint sera le lieutenant Jean Dreyfus, dont je reparlerai. Radio Alger, avec le chef de section, l'adjudant Tilly, qui était un breton et qui était synchronisé avec les résistants juifs. Dès lors, tous ces points stratégiques sont investis. Amirauté, préfecture, Grande Poste, 11e corps, radio, palais d'été, résistance du gouverneur. Le général Join est arrêté par l'aspirant Paufilé. Les transmissions sont paralysées, les centraux téléphoniques réduits au silence. Je vous montre ici le plan des réseaux téléphoniques qui datent de l'époque, à partir du commissariat central d'Alger, situé au boulevard Baudin, avec les centres de communication et les bâtiments administratifs et militaires. Toutes les communications ont été neutralisées par la résistance. Le débarquement à 1h du matin a lieu. À Vichy, c'est la surprise. Et voilà comment titrent les journaux collaborationnistes de l'époque. Les Alliés débarquent à l'ouest et à l'est de la ville. Le plan prévoyait de rejoindre le centre-ville en 2h30, neutralisé par tous les groupes de résistance. Mais le général Ryder, commandant en chef des forces armées du débarquement, soupçonneux de l'efficacité des résistants sur place, change ses plans au dernier moment une fois sur la terre ferme. Les forces alliées mettront plus de 15 heures pour se rendre maître des lieux et obtenir le cessez-le-feu signé par l'amiral Darlan. Car le général Ryder avait du mal à croire que grâce à l'action d'une poignée de jeunes résistants, les 11 000 soldats de l'armée d'Afrique pouvaient être paralysés pendant une nuit. Alors, je vais faire une petite aparté ici pour insister sur les deux morts des deux morts résistants de cette opération dans la nuit du 7 août, le lieutenant Jean Dreyfus, tué d'une balle dans le dos, et le capitaine Pilafort. Je vais y revenir tout à l'heure. Alors, ce temps perdu, ces 15 heures, ça a été dramatique pour les résistants, parce que pendant ce temps-là, un officier resté fidèle à Darlan, le commandant d'Orange, arrive à reprendre contrôle des points investis par les résistants et à permettre à l'amiral Darlan et au général Join de reprendre les commandes de la défense de la ville. Et lorsque le cessez-le-feu est signé, tous les résistants juifs sont neutralisés. Les Anglo-Américains partisent avec Darlan et Join. Certains résistants peuvent s'enfuir, d'autres sont faits prisonniers comme résistants gaullistes à la prison de Barberousse à Alger et sont menacés d'être fusillés comme traîtres. Le général Giraud, auréolé de son évasion d'Allemagne, arrive à Alger le 9 novembre, quand tout est fini. Il est l'homme des Américains. Il se met aux ordres de Darlan, qui le nomme commandant en chef des troupes d'Afrique du Nord. Le 13 novembre, il donnera l'ordre d'engager ses troupes contre les forces de l'Axe. Le choix américain de traiter avec Vichy était dicté par l'urgence d'un cessez-le-feu que seul Darlan pouvait imposer, car les troupes allemandes et italiennes menaçaient la Tunisie. Et vous voyez, c'est un titre d'un journal qui est paru quelques années plus tard et qui montre que cette libération d'Afrique du Nord, elle est symbolisée par l'accord entre Eisenhower et Darlan. C'est pour ça que cette nuit du 7 au 8 novembre a été qualifiée par Jacques Zermati dans son témoignage comme la nuit des dupes. Donc, avant d'en venir aux jours qu'on suivit, c'est maintenant que je vais vous parler des deux héros morts au combat. Et tout d'abord, Jean Dreyfus. Le 8 novembre 1942, à l'aube, chargé de neutraliser les services de la poste centrale d'Alger et d'interdire ainsi toute communication avec la métropole, il investit la Grande Poste à la tête d'une quinzaine d'hommes. Jean Dreyfus coupe les centraux téléphoniques qui desservent le centre d'Alger. Il tient la position face à un engin blindé du 5e régiment de chasseurs d'Afrique et avec des fusils mitrailleurs. Il refuse de se rendre et les assaillants ouvrent le feu sur la poste. Au bout d'une heure, considérant le but de sa mission atteint, le lieutenant Dreyfus décide de sortir pour parlementer. Après un moment de discussion, il retourne auprès de ses volontaires. C'est à ce moment qu'il est tué d'une balle dans le dos par une rafale de fusils mitrailleurs,
par un sous-officier qui sera décoré par Darlan. Et Jean Dreyfus sera inhumé dans le cimetière civil d'Alger de Saint-Eugène. Le capitaine Pilafort. À Alger, en 1942, il a participé à l'organisation de la résistance. Il a mis sur pied des groupes d'hommes sûrs et prêts à agir. Il prend aussi contact avec le consul des États-Unis, puis avec les autres groupes de patriotes qui se préparent eux aussi à agir. Dans la nuit du 7 au 8 novembre 1942, le capitaine Pilafort et ses 47 partisans s'emparent de plusieurs points vitaux de la ville. Le 8, au début de l'après-midi, les vigicistes ont repris un à un les points neutralisés pendant la nuit. Ils tentent alors d'envoyer des troupes vers l'est pour s'opposer au débarquement des Américains, mais boulevard Baudin, ils se heurtent au capitaine Pilafort qui fait dresser un important barrage rendant impossible toute circulation. À 14h15, une voiture s'arrête devant le barrage, un coup de feu claque et Alfred Pilafort s'effondre mortellement blessé au foie. Transporté à l'hôpital, il décède quelques heures plus tard, le 14 novembre, des suites de sa blessure. Quelques jours plus tard, excusez-moi. Donc, nous allons examiner maintenant les conséquences de cette réussite du débarquement allié, aussi bien pour les résistants que pour les conséquences plus globales sur le plan militaire. Dans la matinée du 8 novembre, les forces vichicistes étant de nouveau au pouvoir, ayant pactisé avec les Anglo-Américains, je vais illustrer ce qui s'est passé et donner la parole à Pierre Atlan à travers le témoignage que m'a remis sa sœur Paul Atlan, relatant l'action de son père, Émile Atlan. À la fin de la matinée, le général Eisenhower, avec l'amiral Darlan et le général Join, sont allés sur la tombe du soldat inconnu pour y déposer une gerbe de fleurs. Ce fut la plus grande insulte de la part des Américains et Britanniques de collaborer ainsi avec le gouvernement de Vichy. Immédiatement, des tracts imprimés clandestinement furent jetés depuis les étages supérieurs de tous les bâtiments pour arriver à l'endroit où se trouvait le monument. Un tract est tombé au pied de Darlan, il le ramassa et le lut. Le message disait « Darlan est un traître et doit être tué ». Darlan ordonna à ses troupes de saisir et d'arrêter les membres des réseaux clandestins qu'ils pouvaient trouver. 28 membres ont été arrêtés, y compris les résistants Émile Atlan et 27 de ses compagnons. Ils ont été placés au secret dans la prison militaire pour y être exécutés. Mais dans les jours qu'on suivit, grâce à l'intervention d'un officier canadien qui a pointé ses mitrailleuses au sein du tribunal militaire qui devait condamner à mort ces résistants, ceux-ci ont été libérés et incorporés dans l'armée d'Afrique à Tébessa en Tunisie contre les troupes de Rommel, mais en tant que juifs, ils n'ont pas été versés dans les unités combattantes. Pierre Atlan a dit « Ces 28 hommes voulaient obtenir des fusils et des pistolets. Ils n'ont reçu que des pelles pour creuser des tranchées. » Et c'est la blessure de la non-reconnaissance. Malgré la libération de l'Algérie, le statut des Juifs continue à être appliqué. De nombreux partisans juifs sont arrêtés et internés dans des camps. Le 24 décembre 1942, l'amiral Darlan est assassiné de plusieurs balles dans la tête par Fernand Bonnier de la Chapelle, qui est un jeune résistant chrétien manipulé par des réseaux royalistes. Ce dernier sera fusillé, le général Giraud ayant refusé sa grâce. C'est le général Giraud qui succède à Darlan, avec l'accord des Américains. Il est haut-commissaire chargé des affaires militaires et civiles. Il est violemment antisémite. Il est surtout convaincu, comme le rappellent Marus et Paxton, que les Juifs étaient responsables de la défaite et que les lois raciales étaient une des conditions essentielles de l'armistice. Donc, après la démission du gouverneur général Yves Châtel, Giraud nomme pour le succéder Marcel Perroton, qui n'est autre que l'ancien ministre de Vichy et le principal instigateur de l'abolition du décret Crémieux. Dès lors, rien ne change, le décret Crémieux reste aboli, le numerus clausus continue à être appliqué, les soldats juifs sont affectés dans des unités non combattantes, les camps d'internement dans le sud algérien retiennent 6 mois encore des détenus pour raisons raciales. Les répercussions militaires de l'opération Torche sont considérables. Elles sont à la fois négatives et positives.
Bien sûr, la réaction allemande ne se fait pas attendre. Le lendemain, l'armée allemande franchit la ligne de débarcation et occupe la zone libre dans la crainte d'un nouveau débarquement en Provence. Alger est bombardée du 8 novembre 1942 au 27 août 1943. Les sirènes d'alerte retentirent 134 fois et la mort frappa à 22 reprises, fauchant 378 personnes. Il y eut 658 blessés et 179 maisons furent détruites. Dans la même période, des explosions meurtrières attribuées à des parachutistes ennemis devaient coûter la vie à plus de 200 militaires et civils et ont blessé près de 400 autres. Du 8 au 14 novembre, immédiatement après le débarquement, les troupes de Rommel envahissent la Tunisie et occupent Tunis et Bizerte. Le plan de débarquement allié avait laissé la Tunisie à découvert et dilué les forces sur un terrain trop vaste. Les troupes allemandes vont converger vers l'ouest, ne pensant rencontrer qu'une faible résistance, mais une contre-offensive a lieu, et c'est grâce à l'armée d'Afrique, sous les ordres du général Juin, qui entre-temps a été puissamment armée par les Américains, la tête de pont étant établie sur le port de Bonn, où des transports d'armes lourdes se faisaient quotidiennement par des cargos. S'ensuivra la campagne de Tunisie et la victoire contre l'Africa Corps et l'armée italienne, chassée de Libye par la 8e armée britannique à l'est et prise en tenaille par l'armée française à l'ouest. Cette prise de contrôle de l'Afrique du Nord, véritable tête de pont alliée au nord du continent africain, entraîne aussi le ralliement de la France libre de l'ensemble des colonies africaines et la préparation accélérée du débarquement en Sicile et l'ouverture en 1943 de la campagne d'Italie. On peut vraiment dire que l'opération Torche a bouleversé le sort de la Seconde Guerre mondiale. De plus, il faut souligner qu'elle a représenté une véritable répétition générale pour le grand débarquement allié de Normandie du 6 mai 1945. Je vais maintenant vous parler de ce qui s'est passé plus tard pour la résistance juive et comment, timidement et tardivement, cette reconnaissance a eu lieu. C'est tout d'abord le rétablissement du décret Crémieux. Rétablissement difficile et progressif. C'est tout d'abord le 14 mars 1943, sous la pression d'une campagne de presse de journalistes anglais et américains présents à Alger, sous la pression du Congrès juif mondial et du président Roosevelt, que le général Giraud annonce dans un discours que le statut des Juifs du 22 juin 1940 est aboli en Algérie. Mais il laisse en place le décret Crémieux, l'abolition du décret Crémieux, au prétexte de l'égalité raciale entre Juifs et Arabes. Ce n'est que le 30 mai 1943 que le général de Gaulle arrive à Alger et co-préside avec Giraud le Comité français de libération nationale. Petit à petit, il évince Giraud, et ce n'est que le 20 octobre 1943, après 5 mois d'aternement, que le Comité français de libération nationale fait savoir dans un communiqué que le décret Crémieux se retrouve maintenu en vigueur par un communiqué. « 20 octobre 1943, sera 70 ans le 20 octobre prochain, et Montréal va organiser une commémoration de ce rétablissement avec une grande conférence-débat ce jour-là sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir. 3 ans après, en 1946 seulement, Edmond Michelet, ministre des Armées, décore les résistants. Je veux ici évoquer le nom de tous ces résistants, que vous les voyez leur nom écrit, pour leur rendre hommage et pouvoir réhabiliter leur mémoire. Corps d'armée, division, à l'ordre du régiment. Tous ces noms sont des noms juifs. À l'ordre de la brigade. Tous les noms n'ont pas pu être trouvés, mais la majorité est là.
voyez l'importance de cette opération, vous voyez comment elle a pu contribuer à changer complètement le cours de la guerre, et pourtant, la résistance en Algérie, l'opération Torche, ont été méconnues et occultées dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Cette opération militaire de première importance reste pour la plupart ignorée, absente des livres d'histoire et des commémorations officielles de la Seconde Guerre mondiale. Même à Alger, où une avenue a été baptisée avenue du 8 novembre, beaucoup ignoraient pourquoi. Plusieurs raisons viennent sans doute expliquer cela. Tout d'abord, des raisons qui tiennent à De Gaulle et aux gaullistes, car De Gaulle, comme je vous l'ai dit, est le grand absent du 8 novembre. Les Américains avaient choisi Giraud, avec qui ils avaient eu des contacts secrets lors de la préparation de l'opération. De Gaulle a été tenu à l'écart. À la Libération, les milieux gaullistes se sont dépêchés d'oublier, de tirer un trait sur tout ça. Peut-être aussi faut-il trouver là une explication du divorce historique entre De Gaulle et l'Algérie, ou plutôt entre De Gaulle et les Français d'Algérie. La deuxième raison, à mon sens, c'est l'armée elle-même et son antisémitisme. L'affaire Dreyfus n'était pas encore si lointaine. Un antisémitisme larvé régnait encore dans l'armée. Les cadres supérieurs de l'armée ne trouvaient pas très glorieux qu'une poignée de résistants désarmés, juifs pour la plupart, ait pu paralyser 13 000 hommes de l'armée d'Afrique et neutraliser ses plus hauts dirigeants. Eux aussi, ils ont fait régner la loi du silence. Et puis, il y a une raison qui est plutôt plus psychologique, qui est l'humiliation et la honte des résistants juifs. Aucun des résistants juifs qui ont participé à l'opération Torche n'a voulu ensuite en parler. Évoquer ce souvenir leur rappelait trop la douleur due à l'humiliation. Je l'ai évoqué dans un témoignage sur mon père, un héros très discret. Cela se retrouve aussi dans de nombreux témoignages d'enfants de résistants. Certains même n'ont appris le fait d'armes de leur père qu'après sa mort. C'est à nous, leurs enfants, qu'il appartient de sortir de l'oubli et d'honorer leur mémoire. J'espère y être parvenu au cours de cette conférence. Pour cela, je veux maintenant rendre hommage à quelques grandes figures de la résistance de l'opération Torche qui viennent symboliquement représenter l'ensemble de ce héros juif anonyme. Ces grandes figures, et pour commencer, José Aboulker, compagnon de la Libération, fils du professeur Henri Aboulker, chef de réseau, responsable du poste de commandement au commissariat central. Émile Atlan, médaille militaire, croix de guerre avec palme, King's Medal for Courage, chef de section du groupe de la préfecture d'Alger, arrêté et fait prisonnier le 8 novembre par Darlan, libéré grâce à l'intervention des troupes canadiennes pour être incorporé dans le sud tunisien des forces non combattantes, assassiné par le FLN le 1er septembre 1956. Jacques Zermati, second d'Émile Atlan, a investi la préfecture d'Alger, limogé et séquestré le préfet d'Alger-Temple, le revolver au poing. Jacques Zermati est toujours vivant à ce jour, il a 97 ans. Fernand David Bouchara, médaille de la Résistance, chevalier de la Légion d'honneur, croix de guerre, membre du mouvement de résistance Combat Outre-mer, a investi l'amirauté dans la nuit du 7 novembre. Docteur Henri Morali d'Alinos, officier de la Légion d'honneur, croix de guerre avec 3 citations, médaille du combattant, chef du groupe A, a neutralisé avec son groupe le commissariat de la rue Bruce, parmi eux mon père Émile Karoubi et Paul Melcou. Et je veux maintenant aussi rendre hommage aux 9 survivants, Paul Belladina, Jean Ben Saïd dit Jean Daniel, Jean Ciosi, Paul Molcou, Bernard Paufilet, Gérard Roll, Fernand Sarfati, Martial Timsit et Jacques Zermati. Et leur lire cette citation de Paul Sebaoun
qu'il a écrit dans son livre Résistance juive en Algérie. Sans cette nuit de braves, le débarquement allié à Alger eût été rendu très difficile et même peut-être même voué à l'échec. Le docteur Paul Molcou, 91 ans, du groupe A, chevalier Légion d'honneur, croix de guerre, qui a combattu aux côtés de mon père et parmi nous pour représenter ces 9 survivants. Je vais lui demander de monter à la tribune pour nous dire quelques mots. Vous avez la parole, Monsieur Molcou. Tout d'abord, je voudrais féliciter M. Karoubi pour ce remarquable travail effectué et avec un certain nombre de domaines que j'ai particulièrement bien connus. Cette histoire du 8 novembre, comme vous l'avez dit d'ailleurs très justement, pour nous, ça a été un marché de dupes, car nous étions des gaullistes, et en réalité, on s'est aperçu qu'on n'avait pas du tout travaillé pour De Gaulle. Ça, c'est le premier des points. Et c'est la raison pour laquelle l'assassinat de l'amiral Darlan par Bonnier de la Chapelle a été, je pense, la seule récompense que nous avons pu avoir à ce moment-là. J'ai fait partie, effectivement, du groupe de Moralitaninos, et j'ai participé, comme M. Karoubi l'a dit, à non seulement on avait neutralisé ce commissariat et ensuite le palais d'hiver. Le palais d'hiver, c'était là où le général Join était le commandant en chef, alors qu'il était résident à la Villa des Oliviers qui se trouvait au-dessus d'Alger et qu'il avait été arrêté par mon ami Bernard Pourfilet avec l'amiral Darlan. Et ce que je peux vous dire, c'est que lorsque j'ai été arrêté le matin du 8 novembre, vers 6h, 7h du matin, par l'équipe des gardes mobiles qui avait été mobilisée parce que le général Ryder, qui commandait le débarquement à Alger, avait craint une réaction violente de l'armée française, ils avaient mis 3 heures de retard à débarquer, et c'est la raison pour laquelle nous avons été neutralisés et emprisonnés ensuite à Barberousse. Et j'ai encore un souvenir assez précis du moment où j'ai été arrêté devant le palais d'hiver. J'étais avec un vieux fusil Lebel parce que nous n'avions pas reçu les armes promises par les Américains, les poches pleines de balles, et lorsque j'ai été arrêté par les officiers, le secrétaire général du gouvernement général, qui s'appelait M. Ettori, est venu vers moi. J'avais bien entendu les mains en l'air en me disant que j'étais un jeune terroriste gaulliste et que je serais fusillé. Voilà, et puis ensuite, j'ai été libéré au bout de 5 jours, la veille de mes 20 ans, et ensuite j'ai travaillé avec l'équipe de Mrs. Twill et de John Knox, qui était le colonel attaché militaire de Robert Murphy, et j'ai été travailler dans un centre qui s'appelait la Casa Italiana, boulevard Victor Hugo à Alger, et j'ai travaillé pendant plusieurs mois avec le commissaire Acheri, et ensuite j'ai rejoint l'armée française, où je suis entré dans l'armée de l'air, et j'ai fait toute la guerre dans un groupe de bombardement américain. Bravo, monsieur. Pour les sortir de l'oubli et perpétuer leur mémoire, les enfants de l'école Lucien de Hirsch vont nous lire de courts extraits de témoignages de résistants. Témoignage de Paul Molcou. Je fais partie des oubliés du 8 novembre 1942. J'ai fait partie du groupe de Morali d'Amignon, qui a neutralisé un commissariat russe avant de prendre possession du palais d'hiver avec notre chef de section, Siro. J'ai été arrêté vers 6h du matin par les gardes mobiles avec mes camarades et conduit l'après-midi à la prison de Barberousse, où je suis resté 5 jours avant d'être libéré par les Américains. J'ai été décoré de la Croix de guerre à l'ordre de la brigade en 1947. À ma sortie, j'ai rejoint Mrs. Tulle, future épouse du colonel
colonel John Knox, attaché militaire auprès de Robert Murphy, consul général des États-Unis, et collaboré avec le commissaire Acciari à la Casa Italiana, boulevard Victor Hugo à Alger. J'ai rejoint quelques mois plus tard l'armée française, où j'ai été admis, après coup de cours, dans l'armée de l'air comme officier de liaison auprès des forces américaines. C'est ainsi que j'ai participé aux campagnes de Corse, de France et d'Allemagne. Témoignage de Pierre Atlan. Mon père, Émile Atlan, fait partie des oubliés du 8 novembre 1942. Pendant la guerre, la BBC a envoyé des messages codés tous les soirs autour de 20h pendant que les gens étaient réunis, assis autour de la radio et écoutaient pour entendre les nouvelles de la journée. Selon le nombre de largages aériens qui allaient être opérés dans une zone, le message était répété autant de fois. Dans ce cas, le 6 novembre 1942, après l'introduction, le message de la BBC était « Ici Londres ». Big Ben sonnait en arrière-plan. Message. Ce soir, nous allons boire et du rhum et du Coca-Cola. Je répète, ce soir, nous allons boire et du rhum et du Coca-Cola. Cela signifiait que le lendemain, 7 novembre 1942, les Américains et les Britanniques allaient débarquer à Alger. Après avoir entendu le message, mon père et ses camarades ont donné l'ordre de rassembler toutes les troupes et la plupart des hommes ont dû être placés dans des endroits différents, pour raison de sécurité. Cela signifie que pendant la journée du 7 novembre, chaque chef de groupe est allé dans la rue et a retrouvé chaque membre de leur groupe. Chaque groupe était composé de 4 personnes et ne connaissait pas les autres groupes. Dans ce cas, ils étaient tous réunis à l'appartement des Atlan, 3e étage, situé 11 rue Babazon. Le même bâtiment était à la résidence des Aboulker, 4e étage. C'était un emplacement idéal dans le cas où la police française de Vichy aurait tenté de pénétrer dans le bâtiment, car il y avait 2 entrées. Une sur le côté Casbah, une rue Babazon. À partir d'environ 18h, le 7 novembre 1942, chaque chef de groupe a conduit son groupe à notre appartement et leur a dit de rester sur place parce que le débarquement aurait lieu dans la nuit du 7. Plusieurs d'entre eux ont été surpris de découvrir que leur père, frère, cousin ou ami appartenaient à la même organisation, le groupe Géogrin. Je connaissais la plupart de ces gens sans qu'ils le sachent. En attendant, ma mère nourrissait tout le monde et donnait à chacun d'eux un fusil ou une carabine à balles, fournie par le magasin d'armement Atlan. Ma mère, une femme courageuse, avait caché toutes les armes sous le toit de l'immeuble, au cas où la police aurait inspecté le haut de notre maison. Le toit était une cachette sûre. Vers 11h, le 7 novembre, il était temps de partir et chaque groupe avait une mission. Ils descendirent dans la rue en peloton, marchèrent vers leur poste. Lorsque le groupe tourna pour aller à la préfecture pour s'emparer du préfet et du commissaire de police, un camion est passé. Il a eu des ratés. Il résonnait comme une mitrailleuse en fin de tir. Ma mère a crié « Ils sont tous morts !» Elle ne pouvait pas les voir et la nuit se passa ainsi jusqu'à 1h du matin. Le 8 novembre, de fortes détonations de canons commencèrent, faisant vibrer la ville entière et continuèrent pendant plusieurs heures. C'étaient les navires américains et britanniques qui bombardaient les sous-marins allemands et les forces aéronavales alors qu'ils tentaient d'attaquer le convoi. En effet, à minuit, le 7 novembre, tous les postes de police, préfecture, la grande poste, les stations de radio et les messages de l'armée étaient sous le commandement de la résistance. L'amiral Darlan et le général Join ont été placés sous le commandement de la résistance. Mon père et ses camarades ont pris possession de la préfecture et arrêté le préfet. Emmanuel Temple, qui dit alors à mon père « Vous, jeune homme, vous êtes une grosse erreur, demain vous serez pendu. » Mon père a répondu « Je ne crois pas. » À la droite de mon père, il y avait un autre camarade, André Acari, qui était le chef de la police et qui dit à mon père « Tuez-le !» Mon père refusa de le faire. André Kim-Acari dit à mon père qu'il commettait une haute grosse erreur. Il avait raison, parce qu'après la guerre, Emmanuel Temple est devenu ministre de la guerre pour le gouvernement français en 1955. Quand mon père et ses compagnons ont reçu leur médaille, j'étais photographe à l'époque et j'ai pris les photos de cet événement. Emmanuel Temple, ministre de la Défense désigné pour épingler la médaille à mon père, le reconnut et se détourna. Les 2 généraux qui étaient avec Emmanuel Temple s'avancèrent et placèrent les médailles sur la poitrine de mon père. Et l'un des généraux lui dit « C'est incroyable, j'étais sous votre commandement à la préfecture et là je suis en train de vous accrocher une médaille sur la poitrine. C'est vous qui devriez être à notre place. »
Les deux généraux avaient effectivement eu le grade de colonel qui avait été sous le commandement de mon père. Mon père est retourné à la maison après avoir achevé sa mission à 4h30, vêtu d'un gilet de sauvetage américain jaune, ce qui prouvait que les Américains avaient débarqué. Témoignage de Roger Bensadoun. Mon père, Henri Bensadoun, fait partie des oubliés du 8 novembre 1942. Officier d'actif dans l'armée de l'air française avec le grade de lieutenant, mon père reçut dès l'apparition au journal officiel de la loi du 3 octobre 1940 l'ordre de renoncer à porter tout signe extérieur réservé aux seuls citoyens français. Il fut mis dans l'obligation de quitter son uniforme d'officier en vertu du 5e alinéa de l'article 2 du statut des Juifs, ainsi que les décorations obtenues sous les drapeaux sous peine des sanctions jusqu'à l'emprisonnement. En réalité, il venait d'être renvoyé de l'armée, sous autre forme de procès, ni indemnité. Déclaré apatride, il reçut une nouvelle carte d'identité avec la mention juif inscrite à l'entrée. Représentant en Afrique du Nord les mouvements de résistance, tous devaient aujourd'hui participer activement à la réussite du plan mis au point pour soutenir les forces anglo-américaines, aussi bien à l'intérieur des terres que dans les villes. À Oran, à Sidi Férouche, près d'Alger, au Maroc, près de Casablanca et plus au sud à Safi. Cependant, en Algérie, tout ne se passa pas comme prévu. Lors des premières attaques alliées, le jeune Jean Dreyfus avait investi la grande poste d'Alger avec son groupe. Alors qu'il venait de s'entendre avec le chef d'une petite troupe de soldats français qui venait de l'assiéger, il fut tué d'une balle dans le dos par le sous-officier avec lequel il venait de parlementer. Comme le rapporte la journaliste Renée Pierre Gosset, son assassin, l'adjudant Constant, sera décoré de la Croix de guerre pour ce bel exploit. À Oran, la situation se durcit au détriment des Américains. Trahis par la faute tactique d'un officier supérieur de l'armée française, ils devront en effet subir la canonnade des batteries côtières et les attaques des troupes au sol sans que leurs alliés de l'intérieur puissent intervenir ou apporter leur soutien. Ils viendront au bout des derniers îlots de combattants militaires et civils dans un temps un peu plus long. Témoignage de Bernard Profilé. Je fais partie des oubliés du 8 novembre 1942. À 22h, j'avais rendez-vous en face de la brasserie Victor Hugo avec le lieutenant Daridan, qui, je l'ai appris plus tard, est du 2e bureau et chargé spécialement de surveiller Pilafort et l'organisation. C'est en grande part grâce à lui que les choses ont pu se passer aussi simplement. Le lieutenant Daridan m'emmène au garage Millet, où il me fait donner une voiture qui était ordinairement à l'usage des commissions d'armistice et qui, par conséquent, avait le gros avantage de fonctionner à l'essence. À 22h15, je vais prendre sa bâtie chez lui. Je passe au garage La Veste pour lui donner quelques armes, en fait 3 revolvers, et nous montons ensemble à Elbiard. Il est à ce moment environ 22h45. À Elbiard, 2 points de rassemblement avaient été fixés. À chacun d'eux devait se trouver environ 50 hommes qui m'avaient promis Altias, qui s'était chargé du recrutement et de la propagande dans cette partie de l'agglomération algiroise. L'un des points du rendez-vous était un tunnel sous le boulevard Gallieni et l'autre se trouvait à Elbiard même. Au premier de ces points, je déposais Sabatier qui devait y attendre l'arrivée de son groupe. En fait, 3 ou 4 hommes étaient déjà là. Nous nous efforcions de garder le silence absolu. Il était bien évident que de la rue, on pouvait avoir le sentiment qu'il se passait quelque chose d'anormal. Enfin, vers 23h45, on commence à nous distribuer des armes. Mais ce ne sont pas, hélas, des mitraillettes et armes américaines perfectionnées, dont on nous avait parlé depuis longtemps. Ce sont au contraire de fusils de 1900. Heureusement, les cartouches nous sont données à profusion. Vers minuit et 15, les voitures commencent à partir, chargées d'armes. Je suis dans l'une d'elles, avec mes 2 fidèles acolytes, Jure et Lucas. Dans l'autre, destinée à Sabatier, monte le capitaine Bois. Chacune des voitures porte un petit carré de papier sur le pare-brise, indiquant le groupe auquel elle est destinée. E1 et E2 sont des voitures qui nous sont affectées. L'armement était prévu pour environ 70 hommes, puisqu'on m'en avait promis 100.